Eh ben, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à mes invités sur le plateau de la Space TV pour une émission intitulée Le climat change, l'agriculture aussi. Quel levier pour s'adapter? Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Laurence Lignot, chargée de mission climat-agriculture à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bienvenue Laurence Lignot. Bonjour. Romain Marquet, vous êtes éleveur laitier en Ille-et-Vilaine. Romain, bienvenue sur l'émission. Bonjour. Et Gwenaël Simon, directeur assurance chez Groupama. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous allons tout d'abord faire un premier tour de table ensemble pour dresser un état de situation des élevages à l'heure du changement climatique. Et puis, on verra ensemble quel levier activer pour s'adapter et pour être le plus résilient possible face à ces nouvelles données à prendre en compte. Alors, pour commencer justement, Romain, l'agriculteur de ce plateau, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux et puis ensuite vous allez nous dire votre ressenti d'agriculteur sur votre exploitation agricole. Okay. Donc Romain Marquet, donc je suis parti du GAEC Dynamilk. On est sur l'Heureux à côté de Rennes. Il y a 200 vaches laitières aujourd'hui sur l'élevage. On est 3 associés, 5 salariés. Certifié en HVE, label HVE 3, bleu blanc cœur. Enfin voilà, on avance quand même pas mal dans ce sens-là. D'accord. Que dire de plus? Pâturage tournant dynamique. Oui, aussi, en effet, ouais. pratique, On a réintroduit une grosse composante de pâturage en fait suite à l'arrêt d'un robot de traite pour repasser en salle de traite du coup, ce qui nous a permis de redynamiser en fait toute cette partie-là avec l'élevage de 200 vaches laitières. Très bien. Et puis aussi une méthanisation qui est installée aussi sur votre ferme. Oui, alors pas directement sur la ferme, juste à côté. On à côté. Construit avec 4 copains en fait, une unité de méthanisation collective. Voilà, ça a démarré sur une bricole et finalement aujourd'hui on alimente toute la commune à côté. Ah oui, c'est pas rien. En gaz, tout à fait. Ouais. Très bien, merci pour cette présentation. Alors Romain, vous expérimentez au quotidien ce réchauffement, ce changement climatique. Très concrètement, comment ça se traduit pour un éleveur? Des défis à relever chaque année, des défis nouveaux. La première fois qu'on prend un gros bouillon, on se dit bon c'est pas grave, on a des stocks, on va se relever. L'année d'après, coup de chance, ça va à peu près. Et puis la 3e année, rebelote, on recommence. Cette année, pour donner l'ordre d'idée, c'est 50% de rendement en moins sur le maïs. On a quand même 200 vaches laitières à nourrir. Je ne vous cache pas que quand ça réduit d'autant, ça fait beaucoup. Bien sûr. Et voilà, continuez, parce que c'est un témoignage précieux, surtout que l'année était particulière. La mise en place du pâturage, on a de plus en plus de labels, par exemple, qui demandent du pâturage avec un nombre de jours de pâturage par an. On se retrouve aujourd'hui finalement confronté à l'impossibilité de faire pâturer là où on penserait voir les vaches dehors, à savoir en période estivale. Clairement, quasiment du mois de juin jusqu'à la mi-septembre, c'est presque compliqué aujourd'hui d'emmener des vaches dehors. Alors question, comment on fait demain pour faire du pâturage alors que tout le monde veut du pâturage et qu'on ne peut pas pâturer? Ça fait partie de tous ces défis qui sont à relever justement sur les années à venir, quoi. Absolument, vous disiez, tout est amplifié, c'est ça, et particulièrement cette année, vous avez eu plein d'aléas. Oui, alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des aléas qui sont arrivés, alors pas que sur la ferme, je vois sur l'unité de méthanisation, on a eu des soucis, je dirais presque qu'on n'aurait jamais pu envisager auparavant. Échauffement anormal de la biologie, changement de biologie, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas le prévoir tant qu'on ne le vit pas. Et finalement, toutes ces choses-là, on est en train de les découvrir et on va dire qu'on construit au fur et à mesure que les soucis arrivent. Donc on compense, on essaye vraiment de trouver des plans B finalement à tous ces imprévus climatiques, quoi. Piloter dans l'incertitude, pour reprendre une expression que j'ai vue et qui concerne de plus en plus d'agriculteurs, surtout que vous avez des ambitions aussi sur votre exploitation agricole, il y a le bilan carbone, il y a plein de choses. Tout à fait. On a mis en place là, dès le début en fait, à mon installation un plan carbone visant à apporter des solutions, enfin à mettre en place des solutions pour réduire l'impact carbone sur l'élevage. C'est un plan qui est sur 4 années. Les objectifs du plan fixent aujourd'hui une économie de 1000 tonnes de carbone. Je sais que là en 5e année on y est, c'est atteint. On a réussi à réduire de beaucoup en fait toute la partie fertilisation minérale, justement par l'apport des digestats sur la méthanisation à côté. Très bien. Votre GAEC s'appelle Dynamilk, porte un nom qui vous représente bien. Vous êtes très dynamique. Et d'ailleurs, je rappelle que vous êtes l'un des invités du podcast Chaleur Sensible, qui a été lancé, Laurence, par les chambres d'agriculture de Bretagne. Et on peut écouter votre témoignage d'agriculteur dans cet excellent podcast. Je crois que c'est le 5e épisode. C'est bien ça, vous me confirmez ?
Ça doit être celui-là. Justement, merci Romain pour ce témoignage qui est vraiment précieux. C'est important de vous écouter, puis on verra ensemble avec vous comment vous vous adaptez. Laurence Lignot, chargée de mission climat-agriculture, ça tombe bien, à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu vos missions? Et puis, voilà, vous avez écouté avec attention Romain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet état des lieux actuel? Oui, alors pour mes missions, moi je travaille à la Chambre d'agriculture, donc sur l'accompagnement des agriculteurs face au changement climatique, au sein d'une équipe qui est l'équipe énergie, agroforesterie et climat. Donc dans cette équipe, en fait, on travaille sur des programmes de recherche et développement pour donner les bons outils aux agriculteurs pour comprendre ce qui se passe au niveau du changement climatique, anticiper sur les impacts possibles sur l'exploitation agricole et prendre les bonnes décisions. Donc ça, ce sont des programmes de recherche et développement qui sont assez récents finalement, où on travaille sur des indicateurs agroclimatiques, sur des trajectoires d'adaptation, sur du travail en groupe, enfin tout un tas de dimensions. Voilà, ça c'est la première dimension de mes missions. Je suis aussi sur l'accompagnement de quelques agriculteurs sur le terrain, concrètement, ceux qui se posent la question de leur vulnérabilité ou de leur résilience. Le mot est prononcé, vulnérabilité, les choses. Vous avez raison. Voilà. Et on se pose avec eux autour d'une table et on fait le point sur tout ce qui est structurel, tout ce qui est de l'ordre des pratiques agricoles et qui peut exposer plus ou moins aux risques climatiques. Donc, c'est dans le cadre de la démarche Climatera, par exemple, que l'on fait ça. Et puis, je participe aussi à la montée en compétences du réseau des conseillers des chambres d'agriculture, puisque maintenant, en fait, qu'on soit un conseiller en élevage, en énergie, en agronomie ou à l'installation, je dirais c'est une question qu'on doit intégrer dans le conseil et sur laquelle on est interpellé par les agriculteurs, mais aussi par ces différents programmes auxquels on participe. Merci pour ces précisions. On comprend mieux votre rôle. Alors, est-ce que vous partagez ce constat de Romain? Vous avez, j'imagine, des remontées du terrain qui vont dans ce sens-là aussi. Ce constat est le même. Tout est amplifié, Laurence Lignot? Oui, les agriculteurs sont les premiers observateurs du changement climatique sur le terrain parce qu'ils travaillent avec le climat et que dès qu'il se passe quelque chose, une évolution ou un aléa climatique, une anomalie climatique, en fait, eh bien, ça se répercute tout de suite sur leur production, que ce soit les animaux ou les plantes. Donc, effectivement, depuis quelques années, c'est devenu de plus en plus sensible, puisqu'on a accumulé des périodes de trop d'eau, des périodes de sécheresse, des coups de chaleur. Donc, effectivement, le changement climatique, il est là. Et il faut vivre avec maintenant et s'adapter. Ouais. Et s'adapter, on verra tout à l'heure. S'adapter et essayer de ralentir le phénomène aussi. Oui, tout à fait, vous avez raison. Merci Laurence Lignot. Alors je me tourne vers vous pour finir ce tour d'étape. Vers vous, Gwenaëlle Simon, directeur assurance chez Groupama. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le constat, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Alors oui, alors nous on le vit déjà à travers nos contrats, hein, puisque forcément on intervient en indemnisation. Et c'est vrai que sur les dernières années, on voit bien un phénomène d'accélération. C'est plus fort, c'est plus intense. Si je fais un rappel, on va dire, ne serait-ce que les catastrophes naturelles, sur les 5 dernières années, c'est le double de la décennie d'avant, en moyenne tous les ans. Donc ça joue énormément. On voit que c'est très changeant. 2024, on se plaignait de l'eau. Cette année, on se plaint de la sécheresse. Et c'est une fréquence qui est de plus en plus importante, avec aussi des phénomènes, nous, qu'on constate, de grêle beaucoup plus intenses. Hein. C'est vrai que les agriculteurs, la grêle, ça faisait pas trop peur en Bretagne auparavant. Maintenant, on commence à s'en inquiéter aussi. Voilà, donc nous, en tant qu'assureur, on ne changera pas le climat, on ne changera pas forcément la tendance. Tout à fait, vous ne changerez pas le climat. Mais on peut atténuer les effets. Oui. Donc au niveau agricole, notamment, ce qu'on évoque souvent, c'est le programme d'assurance récolte qui a été, qui est ancien maintenant, mais qui a été amplifié depuis 2023 et qui permet, on va dire, de protéger quand même pas mal de cultures et même les cultures de prairies, comme on l'évoquait précédemment avec Romain en aparté. Le deuxième phénomène aussi, c'est que le changement climatique, on parlera souvent de décarbonation, vous l'avez évoqué aussi. Et donc, derrière décarbonation, nous, on a vu beaucoup de transition énergétique. Et, au niveau agricole, hein, Romain l'a un petit peu évoqué aussi. Et donc, il y a la méthanisation, bien entendu. On a vu un fort développement aussi des panneaux photovoltaïques hein, sur les dernières années. On a plus de 20 000 contrats en quelques années chez Groupama. Et puis, on voit arriver maintenant l'agrivoltaïsme, on voit arriver les ombrières, hein, des sujets aussi intéressants, puisque
quelque part, le changement climatique, je ne vais pas dire qu'il offre des opportunités, mais en tout cas d'une contrainte, on essaie de faire des atouts, je vois dans le monde agricole. Et c'est vrai que les ombrières, demain, ça permettra peut-être de protéger des cultures, alors peut-être plus dans le sud de la France, en arboriculture notamment, et puis ça peut aider aussi pour le bien-être animal. Alors, on voit aussi que ça peut protéger l'ombre, etc. C'est une aide. D'autres sujets aussi qui nous concernent, nous, chez Groupama, c'est la forêt. On a une caisse régionale qui est spécialisée dans l'assurance des forêts, donc on a lancé aussi des contrats pour le reboisement, et puis là aussi dans l'accompagnement des projets bas carbone pour pouvoir les financer. D'accord, c'est aussi une partie des solutions et des leviers. On pourra peut-être aussi revenir là-dessus. Vous m'avez dit que les nouvelles cultures aussi, il y a beaucoup de nouvelles questions sur l'évolution des cultures. Oui, alors, ce qui a été évoqué aussi, c'est naturellement, le climat change, les agriculteurs s'adaptent. Et donc, nous, assureurs, on est obligés de s'adapter aussi. C'est-à-dire que des cultures qu'on ne voyait pas auparavant arrivent. Je prends toujours la plaisanterie du safran, mais c'est vrai qu'on ne s'en préoccupait pas avant. On voit qu'on a d'autres demandes qui arrivent aussi dans d'autres secteurs. Et puis, ça nécessite pour nous forcément d'adapter nos contrats au fur et à mesure, tant sur les biens, je l'évoquais à l'instant sur les énergies renouvelables, mais bien entendu aussi sur ce qu'on peut couvrir dans des contrats de type assurance récolte. D'accord, très bien. Mais merci Gwenaëlle Simon pour cette première partie. Je reviendrai vers vous tout à l'heure sur les solutions, puisque le titre de l'émission, c'est « Le climat change ». Ça, on en est persuadé, on le constate tous les jours, encore plus les agriculteurs qui sont dans la gestion du vivant. Quel levier pour s'adapter? Et c'est là, Romain, que je me tourne à nouveau vers vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On a parlé du maïs tout à l'heure et des nouvelles cultures. Est-ce que le sorgho peut remplacer le maïs aussi? Est-ce que c'est une solution? Alors oui, ça fait partie des choses qu'on va devoir creuser. C'est des cultures qu'on n'a pas l'habitude de faire. On les voit se faire, on les expérimente un peu au travers, nous, la méthanisation, où il y a moins de risques, je dirais, du fait que c'est la méta qui reçoit et non pas les animaux. Ça nous permet d'essayer notre bac à sable. Mais clairement, c'est des choses sur lesquelles on va devoir commencer à bosser, au moins pour diluer le risque sur la partie culture de maïs. Donc oui, c'est des cultures qu'on va devoir essayer. Alors ça, ou d'autres encore à venir, puisqu'il y a sûrement plein d'autres cultures. Le métail, c'est quoi le métail, par exemple? Alors les métails, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus pour éviter de planter des cultures type grès gras. Le grès gras, c'est le gazon, enfin c'est ce qu'on a dans les jardins, qui sont très consommateurs d'eau. D'accord. Le métail, lui, va être moins consommateur d'eau, va avoir plus d'apport. Après, c'est meilleur pour les vaches, plus d'apport en matière azotée et autres. Et surtout, il va pouvoir se récolter peut-être un peu plus vite. D'accord. En fonction des mélanges qui sont réalisés. Un métail, c'est un mélange de plantes. Ok. Et donc récolter plus vite pour semer plus vite. Puisque c'est pareil, les dates de semis ont quasiment avancé d'un mois entre l'époque où mon père faisait des semis de maïs et aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. D'accord. Il faut changer toutes les pratiques, en fait. Il faut changer. Il faut changer, adapter toutes nos pratiques. Et voilà, absolument. Les choix de semences, les itinéraires techniques, la façon de fertiliser. Alors, les autres sujets, c'est est-ce que il faut que l'État aussi nous fasse changer nos calendriers de fertilisation qui sont plus en adéquation avec le réchauffement climatique. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et c'est pas bien de le faire. Il y a des choses qu'on devrait pouvoir faire et qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, c'est un paradoxe. Il va falloir que les choses évoluent. Je ferme la parenthèse pour le côté militantisme. Sur la partie élevage, donc on a parlé des cultures. Voilà, il y a des choses à mettre en place et à changer. Sur la partie élevage, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut qu'on commence à faire, des diagnostics de ventilation, des diagnostics de confort animaux. À cause de la chaleur, le bien-être animal est mis en... Voilà, menacé. Ouais, c'est ça. Pour situer, une vache, ça a un poumon de la taille d'un poumon d'un homme quasiment. Enfin, c'est très gros, mais avec une très faible capacité respiratoire. Et résultat, si on n'arrive pas à gérer l'environnement de l'animal, elle est en souffrance en fait pendant toute la période de hors plage de température, on va dire ça comme ça. Donc ça va être de la brumisation, de la ventilation, des réflexions à avoir en fait sur le confort des animaux dans le bâtiment, les pratiques, ne plus sortir les vaches au pâturage la journée mais plutôt la nuit. Oui, voilà. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont à mettre en place déjà au moins en pansement en urgence. D'accord. Et puis après, on parle pas encore beaucoup, même si on entend de plus en plus parler, c'est toutes les conséquences, je dirais, du réchauffement et la migration finalement d'espèces qu'on avait pas dans notre secteur, qui amènent des nouveaux parasites finalement, qui amènent des maladies avec eux. Là, après, on pourra toujours avoir les échanges aussi sur les questions d'assurance, parce que c'est un sujet sur lequel on éteint le feu finalement. Il n'y a pas encore vraiment de plan, même l'État, les vaccinations et autres, tout n'est pas encore au point. D'accord, on tâtonne encore. On a le droit, nous, à un passage de FCO et c'est des choses qu'on n'avait pas avant.
Oui, la transmission des maladies qui effectivement est plus facilitée par les parasites à cause du réchauffement climatique. Et on n'a pas parlé du bien-être de l'éleveur aussi qui peut souffrir de la chaleur lui-même. C'est encore un autre sujet, mais c'en est un aussi d'adaptation. Ouais, en élevage, on dit souvent que les vaches passent en premier, donc on va d'abord s'occuper d'elles. Une vraie parole d'éleveur. On a bien compris que ces solutions aussi, vous pouviez les trouver dans le collectif. Hein. Romain, ça vous tient à cœur. Échanger entre pairs, échanger avec les professionnels aussi à vos côtés, les chambres d'agriculture, les assureurs, parce que les solutions, on peut les trouver ensemble. Hein. C'est ça aussi. Oui, il ne faut pas rester dans son coin, parce que si on essaye une solution et qu'elle ne marche pas, on se plante à plusieurs que tout seul. Exactement. C'est déjà un peu mieux. Ouais. Et puis c'est vrai que dans les choix d'investissement matériel aujourd'hui, quand le matériel ça coûte cher, le ferraille coûte cher, et de pouvoir acheter ça à plusieurs permet de mutualiser les efforts et aussi du coup les idées. D'accord. Merci beaucoup Romain, encore une fois pour votre témoignage. Laurence, il n'y a pas de levier miracle, hein, pas de solution miracle, c'est une question de posture. Comment s'adapter à cette situation? Comment l'atténuer? Romain a déjà donné pas mal de pistes, mais globalement, effectivement, c'est une attitude qu'il faut avoir. Il faut intégrer ce changement climatique. Il faut l'intégrer et donc avoir réfléchi à comment on peut faire face à deux choses, à des aléas climatiques qui vont nous tomber dessus comme une grêle ou une sécheresse, mais aussi à ces évolutions tendancielles d'augmentation des températures, d'évolution des airs, des parasites. Voilà, toutes ces choses-là, il faut les voir venir. Donc, je pense qu'une des premières choses, c'est de se poser autour de cette question-là, éventuellement faire un diagnostic. Nous, on a développé des outils de diagnostic Climaléa Test, Climaléa Diag, un peu pour toutes les filières maintenant, quasiment. Et ça vaut le coup de se poser autour de la table entre associés et de faire le point. Observer aussi, c'est très important. Je pense que les fenêtres météo dans lesquelles on va pouvoir intervenir se rétrécissent souvent pour les différents travaux en agriculture. Oui. Donc, être au plus près de ces cultures, de ces animaux, observer les réactions, les comportements et intervenir au bon moment, c'est quelque chose de très important aussi. D'accord. Oui. Il faut, je pense, aussi monter en technicité. C'est pas simple, mais pour faire les bons choix, il faut être éclairé et il faut avoir de la compétence. Donc, je pense que ça, c'est aussi exigeant de ce côté-là. Et l'échange de pratiques entre agriculteurs, elle est importante aussi. Le podcast dont on va parler est là pour ça aussi, c'est pour faire circuler la parole des agriculteurs et favoriser ces échanges d'essais, de compétences. Voilà. Après, il y a toutes les cultures. Donc, sur les cultures, forcément, les choses évoluent. Évoluer les pratiques, faire évoluer les pratiques, mais aussi qu'est-ce qu'on va cultiver demain. Ça peut évoluer. On voit que l'aire géographique de confort des plantes évolue. Tout à fait. Donc, ça va forcément bouger un peu. Voilà. Les sols aussi. Alors, c'est des difficultés, mais c'est aussi des nouvelles opportunités éventuellement on a vu avec le développer. Oui. Voilà. Et donc, les bâtiments d'élevage. Quand on crée un bâtiment d'élevage, maintenant, il faut vraiment penser à son implantation. Est-ce qu'il est bien ventilé? Est-ce qu'il n'a pas trop d'exposition au soleil? Et quand on a un bâtiment existant, il faut essayer de l'améliorer. Donc, ça, c'est aussi important. Il faut penser aussi aux arbres. Les arbres sont longs à pousser. Les arbres, c'est une protection naturelle contre le trop de chaleur. Ça régule la température, le microclimat d'une parcelle. Donc, c'est important de se dire quels arbres on veut demain, dans 20 ans, 30 ans, pour se protéger. Ça peut être mettre à l'ombre des veaux ou tempérer les excès de chaleur ou dans une parcelle. Voilà. Donc, ça joue un rôle important. Et puis, être auprès de ces sols aussi. Voilà. C'est-à-dire que des sols en bonne santé résistent mieux. Ils vont plus facilement infiltrer les excédents d'eau. Ils vont mieux résister à la sécheresse aussi. Donc, avoir des sols riches en matière organique, meubles, sans zone de compactage, c'est quand même mieux aussi pour traverser tous ces aléas climatiques. Voilà. Donc, beaucoup de choses à faire. Des choses à réfléchir individuellement, mais aussi en collectif. Ouais. D'accord, ce sont déjà des pistes intéressantes et importantes que vous nous avez listées, Laurence Lignot. Merci, je retiens remettre du collectif et puis aussi peut-être personnaliser. Vous avez raison de personnaliser cette approche parce que les exploitations agricoles sont situées sur des territoires peut-être proches des villes. C'est le cas de Romain qui est pas très loin de Rennes, donc il y a presque un microclimat aussi. S'adapter, personnaliser, ça doit vous parler, Gwenaëlle Simon, cette approche. Je me tourne vers vous pour finir ce tour de table. Quel soutien en tant qu'assureur vous pouvez avoir aux côtés des éleveurs?
driver, en tant qu'assureur engagé. Merci. Donc, effectivement, comme vous l'avez évoqué, la personnalisation, c'est important. On voit aussi que ça bouge beaucoup. Donc, quelque part, on n'est pas toujours, on va dire, associé au bon moment. Donc, pour nous, c'est aussi un message qu'on fait passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas, à nous solliciter, parce qu'on peut avoir aussi des approches en termes de prévention sur les risques, que ce soit bâtiment, matériel ou autre. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Après, moi, le message que je donnerais aussi, c'est quelque part un peu la terminologie d'assureur. C'est que l'approche devient plus complexe pour l'agriculteur. Donc il faut avoir cette approche, on va dire, de mutualisation des risques qu'on a évoqué tout à l'heure avec la diversification, qu'elle peut être énergétique ou transformation à la ferme. Oui, diversification des revenus, c'est vrai. C'est ça, alors, différentes sources. On a la diversification des cultures aussi que l'on voit au travers des assolements, des nouvelles cultures, les sorgho, j'entendais. Oui. Et puis, il faut bien appréhender son niveau de risque. C'est-à-dire, c'est là où l'approche est peut-être un peu plus complexe qu'auparavant. La forte volatilité, ils vont la subir aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut bien mesurer notre capacité, on va dire, d'autosécurité ou d'auto-assurance, on dirait, pour nous. S'intéresser aussi aux dispositifs qui existent. Je reviens un peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est pas souvent connu, mais il y a des programmes, on va dire, qui existent sur l'assurance récolte qui sont quand même très incitatifs. Et c'est vrai que, j'évoquais tout à l'heure sur la prairie, on va voir cette année que nous, en tout cas, sur les près de 100 000 agriculteurs qui nous ont désignés en territoire agréé, près de la moitié auront une indemnisation. Donc ça veut dire quand même que ça jouera énormément. Et puis, pour finir, il faut tester, il faut anticiper et il faut être agile. Donc, il faut s'adapter à tout ça, quoi. L'agilité, c'est important. C'est aussi un mot à entendre, à prononcer. On va parler de vulnérabilité, mais aussi agilité, robustesse. On retient bien à travers vos 3 témoignages complémentaires que le climat change et qu'il faut évidemment s'adapter, que les solutions sont à trouver ensemble, en tout cas dans le collectif, avec une vision la plus globale possible. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie tous les 3 et j'invite fortement les spectateurs de cette émission, les téléspectateurs, à suivre et à écouter l'excellent podcast Chaleur Sensible qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de diffusion et également sur le site des chambres d'agriculture de Bretagne. Je vous remercie encore tous les 3 pour ce témoignage lors de cette émission. Très bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.